on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois, hein. Je ne vous apporte pas les lumières, je ne vous apporte pas la vérité. Je vais essayer de vous apporter des bases solides avec tous les cours que j'ai moi-même reçus et que j'essaye de vous transmettre du meilleur que je peux avec mon petit cerveau. Vous le savez. Et pas que, comme disent les filles. Trois petits points, fermez les guillemets. Plus sérieusement, la première étape, ça va être... alors, vous avez plein de machines, hein. J'en discutais encore avec des gens sur Discord. Utilisez Tails. Tails, ça peut faire le taf. Encore une fois, avec Linux, si vous savez installer des paquets, bah, vous n'avez pas besoin d'une distro spécifique. Après, l'avantage d'avoir une distribution qui est orientée soit au synth, soit reverse engineering, soit pen testing, c'est d'avoir les outils qui sont préinstallés, d'avoir un repo qui est mis à jour et vous avez les paquets qui sont directement intégrés à la distribution. Vous n'avez pas à vous emmerder, à faire du git clone, à faire du git pull, à faire du git release, etc., etc. C'est-à-dire gérer les paquets et peu importe les commits qui sont faits sur GitHub, vous vous retrouvez tout le temps avec vos outils qui sont à jour en fonction de la distribution Linux que vous utilisez. Alors, tout est question de point de vue. Malheureusement, il n'y a pas d'ISO. Hein, franchement, c'est mon... Voilà, j'en parlais avec Jérémy, hein, qui est le patron de CSI Linux. Donc, encore une fois, hein, si vous voulez briller en société, c'est un des Linux qui est utilisé par le FBI, par certaines agences de renseignement. Et Jérémy, donc, est le big boss. C'est quelqu'un que je connais depuis de longue date, on va dire. Enfin, je le connais pas dans la vie privée. Je communique avec lui régulièrement par messagerie chiffrée. Hein. Voilà, on va éclaircir un peu. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un de vraiment bien. Là, il m'a donné l'autorisation, la formation est payante. Alors, n'allez pas le crier sur haut et fort, hein, sur tous les toits. Je suis en train de vous traduire la formation que je vous ai proposée cet hiver. Je vous avais dit qu'il y avait du bêta testing et que vous pouviez gratuitement accéder aux cours CSI. Hein. C'est des cours qui valent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc le but là, ça va être de traduire ça en français, puisque à l'heure actuelle, ils ont aucun traducteur qui a même de faire le boulot. Moi, j'ai rien à foutre de mes journées, sinon je serais pas sur YouTube, vous le savez. Euh, donc voilà, hein, je vous propose de faire ça avec mes qualités et mes défauts, en espérant que ça vous serve. Donc la première étape, ça va être d'aller sur CSI Linux et d'aller dans la partie download, hein. C'est ce que je viens de faire. Et on va venir télécharger, donc il y a la Virtual Appliance, ni plus ni moins, c'est une image système. On a une image bootable, hein, que je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment, entre guillemets, faire euh, de l'OSINT. Pourquoi? Puisque il ne faut rien laisser sur vos disques durs. Ce sont des artefacts, hein. J'ai commencé à vous expliquer un petit peu le forensique. Vous laissez des traces partout, partout, partout. Donc le but, c'est de booter à partir d'une bonne clé USB. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai installé ça sur une clé USB de 1990, c'est super lent. Oui, mais maintenant vous avez des ports USB 3, hein, qui sont extrêmement rapides. Vous avez des clés USB, c'est quasiment des SSD, et c'est puissant, ça va vite, mais il faut payer cher. Donc bien sûr, je ne peux que t'encourager à installer ça sur une clé USB qui vaut pas 20 euros. Ça sera plus une clé qui va valoir entre 60 et 150, voire 200 euros, pour que ça soit extrêmement rapide. Mais avec un ordinateur moderne, honnêtement, tu ne feras pas la différence. Hein? C'est ce que je dis aux filles. Donc, voilà, hein, vous avez l'image. Donc c'est au format RAW. On a un format qui s'appelle .dd. Et grosso modo, hein, c'est un clone qui a été fait via HDD Raw Copy pour faire une clé bootable. Hein. Donc ça va prendre du temps pour la construire, c'est ce qu'ils vous disent, mais ce n'est aucunement une image ISO. C'est juste quoi? Une copie conforme, un clone au format DD. Donc vous n'aurez pas d'ISO. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que j'ai dit à Jérémy. Je comprends pas pourquoi on peut pas avoir une ISO. Donc nous, en l'état, si vous êtes en entreprise, vous aurez un SIM.
hein. Le SIM, on s'en sert en défense essentiellement pour faire de l'analyse forensique, de l'analyse euh, blue teaming, hein. Alors, avec ces CSI, vous pouvez faire les deux, hein. Mais c'est quand même orienté d'IFR, hein. Donc, Digital Forensic Incident Response. On a le CERT. Je dois toujours vous faire la vidéo sur la contre-histoire d'Internet, mais le CERT a été créé dans les années 80, hein, donc ça fait plus de 40 ans. Et le complexe militaro-industriel américain, l'armée américaine s'est dit, c'est bien, on est en train de pousser le projet ARPANET. Ensuite, on a eu DARPANET, D comme Defense, donc le réseau militaire, hein, ce qu'on appelle le MILNET qui est un peu l'infrastructure, l'épine dorsale d'Internet, avec ARPANET, avec DARPANET. En fait, c'est la conjonction de tous ces réseaux qui ont créé les prémices de l'Internet moderne que vous connaissez. Si on doit parler de l'architecture, réseau, le backbone, l'épine dorsale au niveau des États-Unis. D'accord? Donc le CERT a réfléchi justement à des équipes qui pouvaient être facilement mobilisables et qui allaient travailler sur tous les incidents de cybersécurité au sein du complexe militaro-industriel. On va faire très simple. Je développerai plus tard. Plus tard est venue cette logique, hein, aux alentours de 2003-2004. On a Sens, hein, qui est une très très bonne organisation qui fait de très bonnes formations, qui a réfléchi, qui a dit qu'il fallait, grosso modo, faire des ingénieurs qui soient à même de répondre aux incidents critiques, puisque on avait commencé à interconnecter les réseaux, hein. 2001, c'est la fin de la bulle Internet et le début du cloud, hein, ni plus ni moins. Donc on s'est dit, il nous faut plus que des ingénieurs de production. Il nous faut même des gars qui soient focalisés sur euh, la cybersécurité, hein, puisque vous le savez, moi je suis pas développeur. Je suis une grosse merde en programmation. Je sais juste le minimum dans chaque langage de programmation pour pouvoir lancer des cyberattaques. C'est ce qu'on me demande dans mon boulot. Mais aucunement je me prétends développeur. C'est un métier à plein temps. Je vous l'ai toujours dit, je ne m'en cache pas, hein, et je n'ai pas honte. Écoutez, moi, mon cœur de métier, à la base, c'était le réseau, l'intercommunication des réseaux. Euh, donc voilà, j'ai appris sur le tas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez prendre même le meilleur des développeurs, il sera peut-être pas au fait de la sécurité informatique, hein. Il sait déployer une solution, il sait comment développer, gérer un projet, puisque après, quand vous êtes ingénieur dev, au bout d'un moment, vous évoluez vers un poste généralement, hein, c'est le cursus logique, vers un poste de chef de projet. Mais encore une fois, hein, plus vous montez au sein de la société de l'entreprise, enfin de la hiérarchie, j'ai envie de dire, plus vous vous détachez des réalités du terrain. C'est un peu comme nos hommes politiques. Du coup, la technique, vous la perdez. Et la technique, vous le savez, en dev, en cybersécurité, et pas que, c'est vraiment, c'est l'instant présent. Vous devez constamment vous tenir au courant des dernières technologies, des dernières évolutions, des dernières failles, si on doit parler de la cybersécurité. Donc on a eu justement cette formation DFIR. C'était en gros faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du DevOps, du Purple Teaming, hein, c'est-à-dire la fusion entre rouge qui attaque et bleu qui défend. C'est-à-dire des ingénieurs qui comprennent le dev, mais qui comprennent également les besoins impérieux de la cybersécurité, de l'infosec. Je ne vais pas développer, mais voilà. Grosso modo, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables, à la fois lors d'une cyberattaque, de faire du forensique, c'est-à-dire récupérer les preuves matérielles d'un acte malicieux, et à la fois qui puissent faire du blue teaming, c'est-à-dire retracer les événements, pas uniquement au niveau des artefacts, mais aussi toute la kill chain qui a été utilisée pour pirater, hein, le ou les serveurs, le ou les bouts ou l'intégralité de l'infrastructure de l'entreprise. Comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, à quelle heure, où, quand, comment, qui, quoi, pourquoi. Je vous répète tout le temps.
mais c'est des phrases que vous devez tout le temps vous poser. Hein. C'est pas propre à l'OCN, c'est pas propre au forensique, c'est pas propre au DFIR, mais tout le temps. Vous devez contextualiser, comprendre, rentrer dans la tête de vos ennemis, comprendre comment ils ont agi, quelles étaient leurs motivations, quelles techniques ils ont utilisées, en combien de temps ils l'ont fait. Hein, et quel a été le point de défaillance. Et généralement, un point de défaillance, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et c'est toute la complexité de ce boulot. C'est de comprendre tout ça. Et ça demande du temps, ça demande de l'expérience. Et donc, il faut se casser les dents. Mais c'est un vrai travail d'enquête. Je vous l'ai toujours dit, ni plus ni moins, c'est un vrai boulot d'enquête. Donc voilà, on a besoin d'ingénieurs qui sont capables à la fois d'être à l'aise pour faire sniffer des paquets, lire des logs au niveau du réseau, comprendre les attaques au niveau du réseau, comprendre les attaques au niveau du code, comprendre les attaques au niveau des frameworks et de toutes les surcouches en fait qui composent aujourd'hui une entreprise. Vous savez qu'on utilise plein de surcouches, même logiciels, des interfaces de programmation, on utilise des quadriciels, on utilise des solutions en open source, on utilise des solutions en open source. Et les systèmes sont de plus en plus complexes. Donc, ça veut dire que c'est de plus en plus compliqué à la fois de les défendre, c'est de plus en plus compliqué aussi d'intégrer ça. Euh, j'ai fait de l'infogérance pendant quelques années, je sais de quoi je parle. Et même en termes de dev, hein, c'est le problème, on veut simplifier à outrance. Hein. Maintenant, on a cette nouvelle philosophie du no-code. Mais si toi, tu ne codes pas, qui fait le code? Une intelligence artificielle? On a, comment ça s'appelle? Autopilote sur GitHub. En gros, c'est l'intelligence artificielle qui va te faire tes snippets, tes bouts de code. Donc ça peut être très bien. On cherche encore à réduire des coûts en termes de dev, et pas que, c'est aussi le cas dans la cybersécurité. Avant, on avait de la supervision, maintenant on veut les remplacer par du machine learning. Je pense que c'est jamais très bon. En fait, l'humain doit toujours rester au sein des interactions pour pouvoir garder le contrôle. On ne doit pas faire confiance aveuglément dans des solutions de sécurité, dans des solutions qui vont vous permettre, certes, de vous simplifier le travail, mais qu'est-ce qui vous garantit que le travail est bien fait et qu'il n'y a pas des failles de sécurité? Hein. Je vais revenir il y a 50 ans. Hein. La- les services de renseignement américains ont implémenté des portes dérobées dans des compilateurs. Vous savez que les compilateurs, on en a un paquet et ça permet, on les a fournis gratuitement aux universités américaines, les Ivy Leagues, hein, au MIT et j'en passe, Caltech. Euh, et donc c'était un avantage. Hein. Je n'ai plus besoin de coder mon propre compilateur. J'ai le compilateur qui va me permettre quoi? Eh ben, à partir du bas niveau, de pouvoir passer à un niveau d'abstraction supérieur. J'ai pas envie de dire que le C, c'est du haut niveau. Mais ça facilitait la tâche. Sauf que les agences de renseignement, c'est le début du programme Bull Run, on n'a pas attendu Snowden, c'est le début des années 60, on a commencé à injecter des portes dérobées. Ok, les services de renseignement ont vite compris que on pouvait offrir un outil, et je vous ai toujours dit, quand on vous offre un outil, que ça soit un IDE, que ça soit un quadriciel, tout ce qui vous permet de faire le travail à votre place, eh ben, comme dit l'adage, hein, méfie-toi, le travail bien fait, c'est quand c'est toi qui le fais. Hein. Si tu veux du travail bien fait, fais-le toi-même. Et c'est vrai, c'est vrai. À partir de là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tous ces compilateurs, ils sont partis dans la nature, into the wild, comme on dit en anglais. Et toutes ces universités ont commencé à utiliser des compilateurs qui étaient buggés. Buggés par la NSA, ok? Ou par la CIA, en tout cas par les agences de renseignement de l'époque. Ok. Donc le but, c'est de se dire, bah ouais, mais regarde, j'ai mon compilateur, il me fait gagner un temps fou. Sinon, j'aurais dû partir de zéro, from scratch, comme on dit en anglais, et j'aurais dû créer le compilateur et ensuite me servir de mon compilateur pour pouvoir faire de, du code et surtout, voilà, exécuter des binaires, les compiler en haut niveau. Mais le problème, c'est que les gens, encore une fois, on leur a donné des outils, et c'est normal, c'est une réaction normale, c'est aucunement un reproche. J'aurais fait pareil à leur époque, même si j'étais pas né, je vous rassure, je suis pas si vieux que ça. On vous a donné un outil, l'outil intégrer des portes dérobées. Alors là, vous allez me dire, oui, mais attends,
je vérifie mon code, je connais les règles hein, pour sécuriser un tant soit peu mon code, je l'audite, je fais des tests. Oui, mais le problème, c'est que la backdoor, elle est intégrée dans le compilateur. Donc à partir du moment où tu utilises le compilateur, tu le sais même pas, mais c'est en train d'ouvrir une porte dérobée sur ton programme. Je te dis pas que toi, tu travailles pour le service de renseignement. Je te dis pas que toi, t'es un enfant de salaud et t'es en train de te faire passer pour quelqu'un de bien qui fait de l'open source et derrière, t'es en train d'injecter des portes dérobées pour les services de renseignement. C'est que tu le fais à l'insu de ton plein gré. Hein. On t'a manipulé. Hein. Et c'est ce que font les agences de renseignement. Donc c'est pour ça, il y a tout le temps le recul en ingénierie logicielle, en ingénierie matérielle, qui me fournit cette solution. Où est-ce que je fabrique mes puces de silicium? Quel est l'intérêt d'une personne lambda que je ne connais pas de me donner telle ou telle IDE, tel ou tel langage de programmation, tel ou tel compilateur? Qu'est-ce qui me prouve que la personne est honnête, intègre? Et c'est le problème de la sécurité informatique. C'est qu'on a tendance à faire confiance. Et plus l'outil est performant et va transformer votre qualité de vie intrinsèquement, ce que vous faites tous les jours en tant qu'informaticien, plus vous serez, enfin moins vous serez enclin à avoir un regard critique, analytique sur la solution qu'on vous offre. Plus vous fermerez les yeux, entre guillemets. Alors que parfois, c'est le meilleur moyen d'introduire des portes dérobées. Et c'est tout le principe du programme Bull Run de la NSA. Donc je m'arrêterai là. C'était une petite intro. On va se récupérer l'OVA, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler. Et on va voir comment... Alors vous pouvez utiliser VirtualBox. Si je ne dis pas de bêtises, moi je travaille sur des ESX en entreprise. Donc du VMware, je crois qu'on peut également charger ce fichier OVA. Donc je vais le télécharger et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où on va voir comment installer, charger en tout cas en mémoire CSI Linux pour faire à la fois du forensique et surtout faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire ces cours d'introduction sur le site. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.